Mais c'était justement en train d'arriver à la forêt de Conseil, qui est quand même l'ensemble du conseil d'administration qui est présent, ce qui montre quand même une fédération du mouvement européen Paris-Ouest qui se tient bien. La journée a été dure pour moi, mais elle a été magnifique pour l'Europe. Un vrai élan républicain. On a besoin de ça en Europe, hein, en France. Si on pouvait avoir à chaque fois, je ne sais pas quel a été le score, mais ça a été 282 contre 70. C'est magnifique. Je ne suis pas sûr que les Français aient voté de la même manière. C'est d'ailleurs tout le paradoxe, c'est qu'on a des élites ou des élus qui sont européens, mais ils n'en parlent pas, et le peuple qui n'est pas forcément aussi convaincu que cela. Encore que, on a vu aux Pays-Bas que finalement, je pense que les Français auraient peut-être voté quand même ce traité, parce qu'ils commencent à se dire que sans Europe, ça va vraiment être très très difficile. Et là, je regrette beaucoup, je ne veux pas faire de politique, que Hollande n'ait pas plus utilisé et n'ait pas pris la main de Merkel pour essayer d'aller plus loin. Donc, je crois que le mouvement européen a toute sa place dans ce cadre. C'est vrai que c'est... Bon, qu'est-ce que c'est le mouvement européen? C'est 30 000... 30 000. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant que 30 000. Hein. Moi qui reçois les... Il y a des sections organisées, mais vous savez qu'on est aujourd'hui la première section, la deuxième section. En fait, Paris est la première section, mais comme on a deux sections à Paris, c'est normal d'ailleurs, hein, on a la première section en France. La première c'est les Hauts-de-Seine, au département, mais on est la deuxième. Donc, bon, mais on est quand même, donc combien? On est 250 dans les bonnes années. Dans les bonnes années. D'ailleurs, il nous reste... je prends aussi les cotisations. Il y a les cotisations. Donc 250, c'est vrai que c'est un peu difficile, on a quand même des petits moyens. Alors, je vois aujourd'hui, Jean-Marie a fait un communiqué de presse qui sera repris ou pas. À la limite, on devrait également reprendre le communiqué de presse, ce qui se fait en province. C'est-à-dire que le mouvement européen des dividendes, par exemple, envoie le communiqué de presse de Cavada le jour même à Ouest-France. Il faudrait qu'on l'envoie aux Parisiens. Il faudrait qu'on fasse ça. Moi, j'ai proposé, vous savez, maintenant je suis président... oui. Eh bien, toi. toi, demain, je te l'envoie et on l'envoie aux Parisiens demain. Encore faut-il que j'ai une description très attrayante du mouvement européen pour que dans les réseaux existent les ex-trucs. Attends, les journalistes connaissent le mouvement européen. Ils connaissent Cavada. Parisiens également. Voilà. Je pense qu'on a quand même un président qui est connu, il faut l'utiliser. Alors, mec, c'est plus difficile quand même à Paris. Mais c'est beaucoup plus difficile à Paris qu'en province. Tu as raison. Voilà. C'est clair. Parce que bon. Alors, j'ai une idée. Alors, normalement, on devrait monter, avec comme petit moyen, des assises du fédéralisme au mois de février. Et, bon, on a
des rendez-vous annuels, il y a le cercle des économistes qui fait une fois par an quelque chose, il y a des rendez-vous internationaux également qui se passent avec des ONG. Il faudrait que le mouvement européen soit à la tête d'assises du fédéralisme une fois par an et qu'il sorte un papier que tout le monde signe et que derrière on aille voir les politiques un par un en demandant est-ce que vous signez un peu comme Nicolas Hulot. Un peu comme Nicolas Hulot. Bon, est-ce que vous êtes européen ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord pour signer le pacte européen, hein? Et là, on ferait parler de nous. Et on donnera rendez-vous une fois par an aux médias pour dire est-ce qu'on a avancé sur tel point. Autrement, on n'y arrivera pas. Donc moi, c'est une idée que j'ai soumise à Cavada. Je pense qu'elle a des chances de passer. Alors c'est compliqué parce qu'il y a le mouvement européen, on veut être tête de pont, effectivement, de l'ensemble des associations, mais les autres ne veulent pas forcément se laisser faire. Donc on a, normalement, tête de pont, on a une quinzaine d'associations qu'on essaie de fédérer pour monter ces assises. Ça devrait pouvoir se faire. On a quand même totalement réorganisé le mouvement européen, avec maintenant un conseil d'orientation stratégique où certains d'entre vous vont être associés pour établir le programme du mouvement européen, avec des propositions concrètes. Vous avez été également interrogé, je crois, par mail sur un questionnaire sur ce que pense. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reçu, en tout cas moi je. Vous l'avez reçu, voilà. Regardez quand même le questionnaire, vous l'avez reçu, mais est-ce que vous avez reçu le résultat? Non. Alors, je préfère vous laisser la parole, mais si jamais vous êtes muet, ce qui m'étonnerait, je peux vous lire le résultat, question par question, ce que pense le militant moyen du mouvement européen. Mais ça risque d'être un peu fastidieux. Donc je préfère... Je vais vous l'envoyer dès demain. Normalement, il va être vraiment première. Il va être normalement présenté officiellement lors des, pas des assises, mais de l'université d'automne ou d'hiver à Lille. Donc, je vous l'aurez en avant-première. François, je ferai passer non seulement le résultat en 12 pages, mais également l'ensemble des résultats du questionnaire. C'est quand même assez intéressant. Ben oui, c'est pour ça, bien sûr. Donc moi, c'est l'idée que j'ai pour développer le mouvement européen. Autrement, on a également des activités régulièrement. On va visiter, grâce à Christine, l'ambassade de Grande-Bretagne, qui est quand même une des plus belles ambassades de la résidence privée. La résidence privée. Vous connaissez quoi, la première? Donc ça, c'est prévu. C'est le 22 novembre à 15h. Quel jour? Le 22 novembre. Et les places sont limitées, donc à 30, donc elles sont réservées d'abord au plus rapide, mais surtout au moment du... À vous. C'est pas payer la cotisation. À ceux qui ont payé la cotisation également. Et en plus, on vous offre, c'est ça, hein? Oui. Parce qu'en plus, ils nous font payer pour les bonnes œuvres. On paye pour les bonnes œuvres. Et on paye pour les bonnes œuvres, donc pour que vous puissiez venir. Voilà. Merci à vous deux, parce que quelque part, c'est un prêté pour un rendu. Hein. Bon, j'essaie de continuer à développer des conférences intéressantes, mais c'est vrai que c'est pas facile. Je manque un peu d'aide. Il y a une conférence qui est prévue, vous allez recevoir une invitation le 25 octobre, sur l'énergie, qui n'est pas orientée totalement Europe, mais c'est sur l'avenir énergétique de la France et de l'Europe. Avec la question, peut-on se passer du nucléaire ou pas? Et on a deux grands spécialistes du sujet, dont le président de l'Académie, l'ancien président de l'Académie des sciences, Bazin, qui est un spécialiste de l'énergie, qui vient nous présenter ce sujet, donc le 22. Et on va le faire en partenariat avec d'autres associations. Parce que c'est quand même bien, on a la chance d'avoir cette salle
Place Saint-Germain. 25. Ça va la mettre demain. Octobre. Voilà. Donc, octobre, une conférence. Novembre, une visite. Plus Lille, pour ceux qui veulent aller à Lille, c'est au mois de mi-novembre. Vers le 15. Moi, j'y serai. 3 jours, normalement. Donc, ce serait bien que y aller. Qui va à Lille? Pose la question. Moi, je... Qui va à Lille? Moi, je vais. Voilà. Mais ils n'ont pas encore reçu le programme, c'est pour ça. on l'a reçu. Il faut s'inscrire? Non? Bon. Cela dit, moi, je voudrais vous entendre sur les idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et également sur le débat. Pourquoi je ne comprends pas les petits déjeuners avec les ambassadeurs des pays précédents de l'Europe? Alors, vous savez, il y en avait un avant les... Non, il y en a. Alors, c'est généralement plutôt le mouvement européen, France, qui les organise. Oui, c'est bien ça. Mais normalement, ça va se... Et nous avez interdit chez les organismes, rappelez-vous. Oui, vous voulez que ce soit eux qui organisent les... C'est vrai. Il y en avait Non, mais attendez. et un en juin. On peut le faire aussi, pas. Si on le fait, non, mais tu as raison, Edda. On peut le faire également. Si on prend l'initiative, je pense que Cavada viendra et il viendra à notre invitation. Il y a une menace forte sur le programme Erasmus, qui est une des rares choses qui marche bien en Europe au niveau des citoyens. Est-ce que le mouvement européen ne pourrait pas prendre une position claire là-dessus, qu'on pourrait tous signer? Écoute, j'avais une très bonne idée. Alors je pense que les jeunes du mouvement européen avaient fait quelque chose juste avant l'été sur ce sujet. Ils avaient fait un colloque sur le sujet à Sciences Po. Il y a une publication sur Europidi, effectivement sur ce sujet la semaine dernière. Déjà, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un bruit? Parce que Non, c'est vrai. Il faut une valeur du budget en 23 octobre. Sinon, c'est... Bon, les jeunes du mouvement européen fêtent leurs 25 ans, je crois, cette semaine. Demain ou après-demain, vendredi soir. Donc, je vais leur en parler. Je pense que ce serait bien qu'on les associe. C'est quand même eux qui sont les premiers concernés. Très bonne idée. Bon, les petits déjeuners avec l'ambassadeur. Qui veut s'occuper des petits déjeuners? Qui a des relations particulières? Ah, tu vois, donc ça remonte au national. Bon, Ça dépend quel côté régional. on va voir, on va regarder. Autre idée. Il y avait ces questions, j'ai envoyé ça Cracovie en Pologne, une ville européenne, avec des Polonais. Il y a un an, Est-ce que si on organise un voyage, est-ce que vous êtes tous partants pour passer 3-4 jours dans une capitale européenne? Non mais voilà, à un prix le meilleur possible, est-ce que ça vous intéresse? pas trop long. Hein 3-4 jours. Bon, on essaie de monter ça. Voyage de 3-4 jours. Berlin par exemple. Pardon? Berlin par exemple. Berlin. Qui est partant pour un voyage à Berlin 3-4 jours? Berlin ou... Moi je connais aussi... Pardon? La Pologne, c'est bien. Varsovie, je ne connais pas moi. Donc, bon. Bon, on va faire un petit sondage. François, on va faire un petit sondage entre les deux. Varsovie, Berlin, c'est à peu près la même distance, 3-4 jours. Moi, je suis totalement d'accord d'abord sur la position. C'est un peu l'idée des assises du fédéralisme. Les assises du fédéralisme. C'est de travailler là-dessus.
le matin, je crois, toute la C'est manif. Lille, ça. Alors, non, l'assise fédéraliste, ce sera plus tard, ce sera au mois de février. Avec le matin, Je préfère qu'on se hâte lentement. voilà. On fait le travail en profondeur. Donc c'est l'idée que j'expliquais tout à l'heure. Donc, des assises du fédéralisme, avec le matin, la description d'exemples de fédéralisme qui fonctionnent, pour bien montrer que ça existe ailleurs. Hein. Et derrière, une discussion l'après-midi, et le lendemain matin, conférence de presse avec un programme Qui signé. organise ça? C'est le mouvement européen, avec l'ensemble des associations européennes. Et nous, il y a une manière quelconque où on peut être associé ou Bien sûr. pouvoir s'entendre ça? Non, bien sûr. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose sur ça. Bah, écoute, je te fais signe. Hein. Bah, écoute, bon, pour l'instant, il y a des premières réunions qui sont montées. Pour que ça se mette en place. Je pense que ça c'est où? Ça devrait se passer à Paris normalement. Je pense qu'on pourrait être... Ben, l'important, c'est que ça chemine. Et donc l'idée derrière, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on a un pacte européen, pas un programme, mais quelque chose, on peut aller le faire signer aux uns et aux autres. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que je ne vois que très peu de papiers qui soient anti-fédéralistes. Je n'en vois pas beaucoup qui le soient. Ah si. Non, quand même, hein. On voit... Si, on regarde comme Bendit, moi je ne vois que des papiers fédéralistes. Ce sont des pionniers. Mais des pionniers. Non, mais il en faut, de toute façon. L'important, c'est de faire progresser l'idée. Ça fait 60 Les ans politiques, qu'on fait les politiques, les élites sont pour. Ils ne le disent pas. Mais les politiques ne le disent pas. Parce qu'ils savent que la population... C'est leur Voilà, précaré. c'est ça le problème. C'est pour ça que C'est bien pour ça qu'il faut justement avoir un papier bien précis, ce que tu viens de dire, et qui soit signé par des milliers de personnes. À nous, et le cas échéant, à nous de le faire signer par à nos proches et de les convaincre. Ce que dit monsieur est très important parce que je constate que ceux qui attaquent l'Europe avec le plus de virulence, ce sont ceux qui, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, excluent tout abandon d'une parcelle quelconque de la souveraineté nationale. Et ça, c'est un argument qui est fort pour eux. Et jusqu'à maintenant, je considère que nous n'avons pas su s'opposer à cet argument. Et moi, j'appellerais de mes voeux, de la part du mouvement européen, ça fait déjà 10 fois que je le dis, que M. Cavada nous livre un argumentaire, pas trop long, mais bien foutu, qui nous permettrait aux uns et aux autres de défendre l'idée d'Europe. Car les produits finis qui nous viennent du mouvement européen France, je vous avoue que je ne les vois pas. Et le premier d'entre eux qui me paraîtrait utile, ce serait ça, un argumentaire bien foutu, qui tiendrait compte des objections les plus virulentes du moment, et qui nous permettrait aux uns et aux autres, justement, de nous armer contre les gens qui sont contre l'Europe. Je ne partage pas votre optimisme concernant l'opinion publique française qui irait vers l'Europe, hein, car tous les sondages, c'est le contraire. Je ne parle pas de l'Allemagne qui est en train de plonger, mais chez nous, ça ne va pas fort non plus. Hein. Moi, je crois que la meilleure manière d'agir, nous, mouvement européen, c'est de ne pas être trop optimiste et de considérer au contraire que les choses vont mal. Hein. Non, mais les choses vont mal. Je suis d'accord avec vous. L'opinion publique n'est pas très européenne, loin de là, mais elle sait qu'elle n'a pas le choix non plus. Il y a les deux. Dans le fameux sondage sur l'Europe qui a fait tant de bruit, où on a posé la question aux personnes, est-ce que vous seriez d'accord pour voter pour Maastricht? Et c'était un non genre à 65%. Bon, mais on leur posé la question, est-ce que vous voulez sortir de l'euro? Et c'était également un non à 65%. Donc, mais il y a une très grande différence. on a pris que le premier des sondages. Le deuxième, la même question a été posée. Ils ne veulent pas sortir de l'euro. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Oui, mais il y a une très grande différence entre le choix par défaut et le choix par enthousiasme. Je suis bien d'accord. Or, nous devons préconiser un choix fondé, comme dit monsieur, par enthousiasme, pas par défaut. Or, actuellement, c'est l'idée de l'Europe par défaut, c'est-à-dire l'Europe subie, c'est pas ça.
C'est pas ça. Moi, je rejoins Olivier, je pense qu'aujourd'hui, sur un référendum, l'Europe, les gens peuvent voter pour l'Europe. En revanche, il y a une grande réserve sur l'élargissement de l'Europe. Et Maastricht, dans l'esprit des gens, c'est l'élargissement. Est-ce qu'on a bien fait d'ouvrir à certains pays de l'Est? Est-ce qu'il faut encore... Ça, c'est fini. Ça. Oui, mais le vote sur Maastricht, quand les gens disent je ne voterai pas, c'est là-dessus. En revanche, aujourd'hui, sur le traité européen, sur la monnaie unique, je crois qu'une grande majorité de nos compatriotes sont convaincus qu'on n'a pas le choix. Soit il n'y a pas d'enthousiasme, mais ils y adhèrent. Mais pour répondre, développons l'idée d'une Europe éventuellement à deux vitesses, l'Europe des 17 et l'Europe des autres. Ça, ils nous rejoindront. L'important, c'est d'être une force d'entraînement. Or, aujourd'hui, moi, je sens qu'on est beaucoup trop européen par défaut. Et ça, c'est une passivité qui est extrêmement malfaisante. Ce qui me Madame, c'est européen comme ça leur dans rapporte. l'opinion publique, c'est qu'elle est incohérente. Elle veut ne pas perdre la souveraineté, mais en même temps, elle sait très bien que si nous perdons l'euro, ce sera un appauvrissement généralisé. Et elle a peur, l'opinion publique a peur de cet appauvrissement. Et elle ne se rend pas compte que les deux sont incompatibles. Et je crois qu'il faut leur faire comprendre l'incohérence de deux positions, de deux idées qui sont incompatibles. Pardon. Moi, je suis absolument d'accord avec monsieur. Je pense qu'il faudrait vraiment un argumentaire, même avec monsieur et madame, il faudrait vraiment un argumentaire qui explique vraiment fort qu'on puisse vendre le mouvement et également, ok, l'Europe fédérale, mais comment y arriver? Quelle méthode on propose pour y arriver concrètement? La crise économique, c'est une occasion ou jamais. Hein. Y aller, là, oui. En tout cas, je pense que l'idée est bonne d'avoir un argumentaire. Ça, c'est, à mon avis, assez facile à réaliser. Si, on peut avec une méthode. En revanche, la méthode pour y arriver. Oui, non, ça, faut être très prudent. Ça, c'est très difficile. Déjà, un argumentaire, ça peut être transpolitique. Voilà. Après, c'est un problème politique. Mais à la limite, quitte à proposer plusieurs, mais je trouve qu'il faut être concret. Oui, non, mais concret sur les objectifs, les raisons d'espérer, les raisons d'être enthousiaste par rapport aux défauts. Sur la méthode, moi je dirais, c'est très variable en nord, sud, est et ouest. Hein. Vous n'avez pas parlé de la même méthode. Mais alors, quitte même à dire qu'il y a plusieurs méthodes, et, oui. et on arrive au résultat, mais de dire, voilà, il y a des chemins qui existent. Parce que là, aujourd'hui, on dit, ok, il faut l'Europe, et ça va créer de l'emploi, mais entre la crise actuelle et l'Europe qui va créer de l'emploi, les gens ne voient pas le lien. Oui, mais la grande vertu de la pédagogie, c'est de révéler à l'autre ce qu'il est lui-même. Bon, et une fois qu'on atteint un certain nombre de personnes, on atteint un seuil critique, à ce moment-là, le reste, c'est plus que de la méthode, et ça suit son cours. Le problème, c'est d'amener un minimum d'opinion publique à émerger, au seuil de prise de conscience, de l'enthousiasme et pas de la passivité. Et ça, c'est pas une question de si on n'arrive pas, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ce que vous dites, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est un discours qui cible les personnes. On ne peut pas passer le micro dans les Il faut faire quelque chose. Je suis pas sûr qu'il marche, mais ça marche. Je suis désolée, mais je trouve que c'est un discours que vous avez qui est tout à fait exact et qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Il faut pouvoir trouver des mots que tout le monde peut comprendre et tout le monde peut s'aligner dedans. Parce que votre percutant, merci Jean-Paul. Il faut que ce soit, parce que votre théorie est excellente, mais si on s'adresse comme cela à tout le monde, les gens ne vont rien comprendre du tout. Non, mais donc il faut être beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus virulent. Et voilà. Et je rejoins tout à fait Floria pour dire qu'il faut faire. Floria, c'est joli aussi. Floria, c'est plus joli. Voilà. Non, mais l'idée de l'argumentaire est très bonne. Je pense que, bon. Pourquoi on l'a pas fait d'abord depuis longtemps? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que les élites, très clairement, ont pris parti pour l'Europe. Ça n'a pas empêché le vote contre. Le vote contre, il est venu effectivement d'Internet, il est venu des discussions sur les blogs, etc. Des peurs. Donc, des discussions entre eux à des dîners. Et c'est là, sans doute, où le mouvement européen doit être un mouvement de militants qui, dans les dîners, expliquent, voilà, présent. Il ne peut pas parler forcément aux élites, mais parler comme à des mortels. Olivier, je crois que le problème, c'est que les Français sont tous persuadés que le modèle social français est le meilleur modèle au monde.
Et donc, tant qu'ils seront persuadés que le modèle social français est le meilleur modèle qui existe au monde, bien sûr que tout sera perçu, toute perte de souveraineté dans ce domaine-là, parce qu'en fait, derrière leur tête, il y a toujours cette idée qu'ils vont perdre des acquis sociaux, ils vont perdre des avantages acquis. Le jour où on pourra les persuader que, ce modèle-là n'est pas le meilleur modèle au monde, et qu'il en existe d'autres. Moi, j'étais en Suède l'été dernier. C'est un modèle social tout à fait remarquable, dont personne ne parle en France, avec 25% quand même de taux de TVA, et qui fonctionne très bien, et qui fonctionne depuis plusieurs années. Le jour où les Français seront persuadés qu'il existe d'autres modèles de très haute valeur sociale et qui peuvent être tout à fait adaptés à la situation particulière de la France, peut-être qu'ils vont commencer à s'ouvrir vers d'autres façons de concevoir les relations sociales, vers la conviction que finalement la perte de souveraineté dans le domaine social, parce que c'est vraiment ça l'essentiel. Ils savent très bien qu'ils ont perdu déjà une grande partie de leur souveraineté dans le domaine économique. Le vote d'aujourd'hui n'est que la confirmation de ce que pensent la plupart des Français, et ça ne les dérange pas réellement. Mais par contre, ce qui les dérange beaucoup, c'est de perdre leur modèle social. Si on n'arrive pas à les persuader de ça, si on n'arrive pas à les persuader qu'il y a d'autres modèles qui fonctionnent, je pense que le blocage n'est pas prêt d'être levé. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense... Bon, la vraie question, c'est de démontrer qu'il y a un modèle social européen. Oui, qui fonctionne. Moi, quand j'étais étudiant il y a quelques dizaines d'années, la Chine, on connaissait un peu les États-Unis, mais on s'intéressait à l'Europe. Notre horizon, c'était l'Europe. Aujourd'hui, c'est le modèle social européen, et ça, on peut quand même le démontrer, par rapport à un modèle social chinois, par rapport à un modèle social brésilien, par rapport à un modèle social américain, et même suédois, mais il fait partie de l'Europe. Mais il faut lui donner un contenu. Bon, il faut donner un contenu. On peut démontrer que le modèle social européen est quand même beaucoup plus protecteur que le modèle social chinois, assez facilement. Mais pas aussi de protection que le modèle social français. Oui, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Le modèle social espagnol, le modèle social espagnol est plus protecteur que le modèle social français. Par exemple. Je ne suis pas sûre parce que je connais des Espagnols qui viennent se faire soigner en France. Qui viennent se faire opérer et soigner en France. Dans le domaine du chômage, par exemple, c'est supérieur en Espagne qu'en France. Dans le domaine de la sécurité sociale, c'est autre chose. Bon, mais je pense que les Français peuvent comprendre que la différence, c'est qu'on est passé quand même dans un monde globalisé, où la France n'est pas en concurrence avec l'Allemagne, mais en concurrence avec la Chine, avec les États-Unis, avec le Brésil, et demain avec l'Afrique. Bon. Notre industrie, c'est Bruxelles qui a demandé à ce qu'il y ait un libre... Et c'est vrai, dans une certaine mesure, le libéralisme économique qui a été lobbying fait par les Anglais, les Américains à Bruxelles pour favoriser le libéralisme économique à tout crin, a pu favoriser la disparition de certaines... Les gens le pensent, ça. Il faut leur faire comprendre que l'Europe n'est pas responsable de la crise. On sait très bien que ça vient des États-Unis, etc. Mais les gens ne le croient pas vraiment. D'autre part, le fait que les frontières aient été ouvertes. Les gens disent oui, s'il y a de l'insécurité, c'est de la faute de l'Europe. Donc l'Europe est perçue comme négatif et facteur de crise. Donc ça, je pense qu'il faudra le démonter, cette croyance. François, on fait une réunion à l'hôtel de l'industrie sur le sujet. D'accord ? J'en profite peut-être pour compléter ce qu'on dit les uns et les autres. Je crois qu'effectivement, sur le problème de l'argumentaire européen, il ne faut pas se cacher qu'on a une difficulté. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Pour moi, la vraie raison d'aller vers une Europe fédérale, c'est que cette Europe fédérale est une police d'assurance, finalement, pour nous. Une police d'assurance, comme le disait Roland, parce qu'effectivement, sinon, on risque
de ne plus exister dans quelques années. Et pourquoi? Parce qu'on sera tombé sous la domination d'ensembles beaucoup plus grands que chacun des pays qui constituent l'Europe. Mais comme toutes les polices d'assurance, on est face à un risque qui ne se réalisera peut-être pas, ou pas immédiatement. Et c'est là toute la difficulté de vendre quelque chose qui est finalement un petit peu abstrait. Parce que cette Europe fédérale, cette réflexion sur la souveraineté que nous allons avoir, elle ne porte pas sur des choses qui sont immédiatement concrètes. Et beaucoup de gens en Europe pensent aujourd'hui que l'Europe concrète, elle est déjà réalisée. Parce qu'on a l'euro, parce qu'on passe d'un pays à un autre sans présenter son passeport, parce que les étudiants peuvent aller étudier où ils veulent, parce que les travailleurs même peuvent aller travailler où ils veulent. Et il faut effectivement qu'on arrive à trouver quelque chose qui permette d'ancrer cette idée du fédéralisme en surmontant le fait qu'elle a quand même quelque part un côté un peu abstrait. Moi j'aime bien l'idée de police d'assurance. Mais c'est une très bonne idée. Parce que, bon, l'Europe a forcément un coût. C'est un peu le problème. Aujourd'hui, on reproche à l'Europe. J'aime bien cette idée de police d'assurance, parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur, ils ont besoin d'être rassurés. Voilà. Et si on leur dit, l'Europe, ça a un coût, ça va se traduire par un budget, mais si vous acceptez de prendre cette police, vous allez être protégé, je pense que les gens sont capables de comprendre et d'accepter ça. Parce que, on va demander des choses à l'Europe, l'Europe ne peut rien. La France ne peut rien. Jospin disait, voilà, je ne peux rien faire pour protéger vos emplois, l'Europe ne peut encore moins. Parce que l'Europe n'a pas de budget. Bon, donc, si on veut... Je disais qu'on a enfin donné un budget à la zone euro. Je crois que le budget, c'est 0,5% du PIB. Non, je parle de la zone euro. C'est-à-dire que l'Europe, c'est 1% du PIB, mais il y aura un budget potentiel pour la zone euro, pour pouvoir jouer 0,5% du PIB. Là où un État fédéral comme les États-Unis doit être à plus de 10, donc, voire 20. Donc, bon, alors 20%, c'est une police d'assurance très chère, mais déjà, si on passait de 1 à 5%, petit à petit, là, on pourrait dire, voilà, ça vous coûte 5%, c'est des impôts en plus, mais vous allez être protégé de telle et telle manière. On ne peut pas demander à l'Europe, qui représente en tant que fonctionnaire moins que la mairie de Paris, de protéger tous les Européens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est là où il y a une sorte de hiatus. Les gens s'imaginent un truc incroyable, mais c'est rien l'Europe. C'est un rêve, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a pas de service. Donc il faut sans doute, pour en sortir, il faudra sans doute qu'il y ait des moyens au niveau européen, c'est indispensable. Il y a la PAC, il y a la CECA. Donc j'aime bien le côté police d'assurance, parce qu'il va falloir payer quelque chose si on veut avoir effectivement un peu de sécurité aux frontières, sécurité économique, sécurité sociale. C'est tout le débat. Je ne vois pas comment ça peut marcher. Donc, tant sur l'économie dont on parlait, sur un budget unique, que sur le militaire ou sur d'autres points, c'est le problème de la gouvernance. Il faut avoir un vrai gouvernement européen, sûrement un président des États d'Europe. Le président de la République, à côté du drapeau français. Ces symboles, ils existent quand même. Et c'est pas pour ça, ils pourraient exister davantage. Mais l'Europa League en foot, c'est quand même, on n'entend que ça. Ça fait les meilleures audiences de télévision. Mais, bon, ça ne suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas, de l'Allemagne. Et on se rend compte que le musée d'histoire de l'Allemagne, c'est le musée de l'Europe. Mais on a... il y a des salles sur la France, parce que l'Allemagne, elle a touché à beaucoup de pays. En France, si on avait un musée d'histoire de France, ce serait uniquement franco-français. Oui, mais on a un livre qui a mis 10 ans. On supprime le 14 juillet comme férié et qu'on le remplace par le 9 mai, fête de l'Europe. C'est déjà férié cette année, c'est la censure. Pourquoi nous, membres du MEPO, du mouvement européen, justement le 9 mai,
nous ne pourrions pas aller dans les écoles pour aller je peux en parler de l'Europe et dire aux enfants voilà c'est l'Europe. Ça existe? Oui. Ça existe. Ouais, mais ça, faut convaincre l'éducation nationale de nous laisser rentrer, ça c'est pas gagné. Hein. C'est pas fait par les... Sur l'histoire de la résistance. Et ça implique les professeurs d'histoire des classes, et ça marche souvent bien, parce que ça fait des ébullitions entre les différents établissements. On pourrait imaginer, de même que l'argumentaire, un concours sur la connaissance de l'Europe, etc. Alors ça existe, cette fois-ci, mais on avait, parce qu'il n'y avait pas la place peut-être de... Mais les jeunes Européens sont très dynamiques. Et il y a des jeux de piste qui sont organisés à Paris régulièrement, et ils sont au moins aussi importants, c'est plus important en nombre que les mouvements européens qui ne sont pas jeunes. Ce sont des étudiants. Hein, Ce sont des étudiants. Ce sont déjà des étudiants. Ils sont des étudiants, mais ils sont très nombreux. Hein. Il y en a une centaine à Sciences Po, il y en a une cinquantaine à Dauphine. Ils sont très actifs et très nombreux. Donc il faut le savoir. Alors on avait proposé ce soir de quasiment des invités, puisqu'on proposait un repas à 10-15 € et de prendre en charge. Mais on va essayer quand même de les inclure davantage dans nos plans. Voilà. Il est utilisé dans 5 ou une dizaine de lycées. Il n'est absolument pas diffusé. Moi, je me l'en suis procuré, j'en ai acheté pour tous mes petits-enfants. Et moi, je vous invite à aller... c'est merveilleux, c'est quelque chose qui existe, je ne comprends pas comment on n'a pas fait plus de diffusion. Il a été, je crois, édité à 10 ou 15 000 exemplaires. Voilà quelque chose de très concret qui mériterait à être encouragé, à être travaillé dans toutes les leçons d'histoire, dans les lycées. Fait que les manuels qui sont distribués dans les écoles et les collèges, je ne parle pas des lycées puisqu'ils sont du cadre des mairies d'arrondissement, les manuels sont fournis par l'éducation nationale et donc ça ne passe, si vous voulez, c'est un circuit extrêmement fermé. Si l'éducation nationale a décidé que le livre dont vous parlez ne rentrerait pas dans un lycée ou dans un collège, il n'entrera dans aucun lycée, aucun collège. Il y a un comité de lecture, si vous voulez, dans toutes les académies. Dans toutes les académies, il y a un comité de lecture sur les manuels, et c'est un groupe de professeurs et de fonctionnaires qui disent, voilà, mais c'est ça, et qui disent, voilà, il y a tel ouvrage et pas tel autre. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et aucun manuel étranger ne rentrera dans un établissement. De même, vous parliez, mais je partage votre avis. Moi aussi, j'ai envie d'aller dans les écoles et dire à nos enfants, voilà, l'Europe, c'est la chance de votre futur. C'est irréalisable, je vous dis, c'est mon expérience, irréalisable. Il n'y a pas d'ingérence dans les écoles publiques. Vous pouvez le faire dans l'établissement privé, tout ce que vous voulez. Dans l'établissement public, c'est impossible. Vous ne pourrez pas rentrer. Vous voyez, un chef d'établissement lui dira « Ah oui, c'est très bien votre idée d'Europe, mais ah là là, les professeurs ne vont pas accepter, etc. etc. » Il n'y a pas d'ingérence dans les établissements publics de Paris. Je vous le dis, c'est mon expérience. Je vous entends. Voilà. Alors, tout ça, c'est plein. On est très, enfin, je veux dire, même nos âges un peu élevés, à part quelques-uns, mais je dis, l'optimisme que nous avons sur l'Europe et qu'on aimerait donner à nos jeunes, on se retrouve dans des barrières. Alors, de tout ce que j'ai entendu ce soir, moi, il m'apparaît une chose, c'est qu'effectivement, l'éducation, elle passe partout. Elle passe par nos jeunes. C'est très difficile, je vous l'accorde, parce que actuellement, l'éducation nationale n'est pas du tout prête à faire le pas de l'Europe. C'est très clair, et ça fait des années que ça dure, et c'est pas prêt de changer, compte tenu de l'ambiance, c'est pas prêt de changer. De ce que j'entends ce soir, c'est que nous sommes l'encadrement du MEPO. À certaines questions qui se posent sur le fédéralisme, beaucoup d'entre vous ne savent pas répondre et demandent un argumentaire. C'est très honnête de votre part. Et il n'y a pas de honte à ça, parce que c'est vrai que l'Europe est extrêmement difficile à expliquer et que, je voyais encore aujourd'hui, tu parlais du traité, 2 tiers de nos élus dans les 2 assemblées
n'ont pas lu le traité. Donc, il faut reconnaître ce qui est. Les textes qui viennent de l'Europe, c'est emmerdant, c'est très compliqué à lire, c'est extrêmement technique. On a beau dire oui, je l'ai lu, oui, mais si vous n'êtes pas technicien du genre, je vous garantis que vous ne comprenez rien. Comment voulez-vous que dans les campagnes et dans les petites villes, il y ait des gens qui comprennent? Moi, ce que je pense, c'est que, à défaut et en toute humilité, c'est de reconnaître que c'est très difficile de parler de l'Europe et que peut-être que la première chose que je demanderais à Olivier, c'est plutôt d'organiser une formation de l'encadrement que nous sommes sur un certain nombre de choses très techniques pour lesquelles, moi j'avoue très franchement, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Il y a des techniques, il y a des vocabulaires, il y a des méthodes qui nous échappent totalement, il y a des méthodes, il y a des stratégies politiques, il y a des stratégies, des stratégies d'entreprise, il y a beaucoup de choses qui se décident à Bruxelles, qui nous passent très largement au-dessus de la tête et qu'on ne comprend pas. Je trouve que le début du commencement, c'est de faire peut-être acte d'humilité et de dire que nous-mêmes, après tant d'années vécues de l'Europe et de tout ça, il y a des choses qu'on ne comprend pas et peut-être qu'on a besoin, nous aussi, d'avoir une formation. Voilà, c'est tout ce que je veux. Très bien. C'est une très bonne conclusion, parce que je pense qu'il nous demande un peu de partir. Moi, j'en tiens plusieurs choses. D'une part, ce qu'a dit Christine, ça tourne autour de la formation. L'argumentaire, c'est de la formation. Si on fait cette commission et si on produit un argumentaire, on se formera. On forcera à répondre à ces objections. Bon, le voyage, c'est également de la formation. Troisième point, je pense qu'on peut organiser quelque chose, un colloque sur l'éducation, Erasmus, voir comment l'Europe est enseignée à l'école. Je pense que Cavada peut avoir également un rôle à jouer. Il est assez proche de Peillon. Ils ont été tous les deux députés européens. Peillon est un Européen convaincu. Je suis d'accord avec Christine, c'est pas si facile de faire bouger le mammouth sur des sujets comme ça. C'est vrai que Bayrou a dû essayer quand il était ministre de l'Éducation et il ne s'est rien passé. Donc, bon, mais je pense qu'on peut essayer de relancer cette question de l'éducation de l'Europe. Et on va voir Martine Méheux, qui est présidente. Parce qu'elle a été présidente de l'Association européenne des enseignants, Martine. On parlait tout à l'heure d'esprit d'entreprise. L'entreprise et l'éducation nationale, ça fait deux. Depuis 2-3 ans, il y a un effort pour développer la culture entrepreneuriale à l'éducation nationale. Avec des cours obligatoires, avec... Pas dans les manuels scolaires. Alors, peut-être pas dans les... Ça ne prend pas forcément dans les manuels scolaires, mais il y a un enseignement quasiment dans toutes les universités, dans toute une sensibilisation, dans toutes les écoles de gestion et de commerce, en matière de création d'entreprise. C'est nouveau, ça ne se faisait pas il y a 10 ans. Sur l'Europe, on pourrait commencer par ça également. Et je pense que Cavada pourrait se faire une petite tribune sur ce sujet, même si ça a déjà été fait. Il faut toujours recommencer. Il faut toujours recommencer. Voilà. Et ça va faire partie du programme du mouvement européen. Je vous remercie tous. Je remercie encore Elda de nous avoir reçus quasiment. Et je vous donne rendez-vous donc le 25 octobre à l'hôtel de l'Industrie et puis le 22 novembre à la résidence de Grande-Bretagne grâce à Christine. Avec l'ambassadeur. Très bien. Merci à vous tous.